Il y a plein de sujets en fait qui sont à la fois pas traités dans les médias ou mal traités dans les médias. Et sur l'offre politique actuelle, on reste un peu sur notre faim. Les partis moins exposés n'ont même pas eu droit à leur créneau. Il y a vraiment un système qui fonctionne extrêmement mal, même en termes de respect des obligations légales. Moi, j'ai regardé le programme par curiosité du Parti Pirate. C'est vrai que sur pas mal de sujets, vous avez une position qui est plutôt... Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulain et chaque semaine j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. On essaye d'être au cœur de l'actualité. On est au cœur des élections européennes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Bessac. Pierre Bessac qui est le numéro 2 sur la liste du Parti Pirate. Pierre, il est ingénieur Supélec et entrepreneur de l'Internet. Merci Pierre déjà de prendre le temps de venir ici parce que l'actualité est quand même bien chargée, j'ai l'impression. Merci Mathieu de l'invitation. Effectivement, l'actualité est très chargée entre la campagne et l'actualité proprement dite. On est bien occupé. Ok, ça marche. Pierre, écoute, je te laisse quand même te présenter aux auditeurs. Tu as une minute pour nous expliquer qui tu es, ton parcours. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais on est obligé de passer On par va là. essayer. Alors, je suis donc ingénieur de formation. J'ai commencé à bosser dans les années 90. D'abord dans l'informatique, puis Internet naissant, qui m'a tout de suite passionné pour les capacités qu'il avait, et qui étaient même encore très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était difficile à anticiper exactement l'impact que ça aurait sur la société, évidemment. Je me suis donc j'ai fait un peu d'activisme autour des libertés fondamentales sur l'internet, parfois dans des associations, parfois seul. J'ai monté une entreprise de vente de noms de domaine qui s'appelle Gandhi. Et plus récemment, vu le manque de considération du politique vis-à-vis du numérique ou le nombre de lois débiles qui sont sorties depuis 30 ans en fait, je me suis impliqué avec le Parti Pirate pour essayer de porter ces sujets de manière plus compétente au point de vue politique et idéalement essayer d'avoir des députés pirates à l'Assemblée nationale française et également au Parlement européen. Il y en a déjà 4 dans la mandature qui s'achève maintenant, qui ne sont pas français et on aimerait bien arriver à avoir des députés français. Ça nous semble important pour défendre nos droits fondamentaux en matière de numérique et un usage raisonné du numérique. C'est exactement pour ça que j'ai voulu enregistrer cet épisode avec toi. Je trouvais qu'aujourd'hui, le sujet des libertés individuelles, des libertés du numérique, on peut parler aussi des libertés vis-à-vis des crypto-monnaies. Il y a plein de sujets en fait qui sont à la fois pas traités dans les médias ou mal traités dans les médias. Et sur l'offre politique actuelle, on reste un peu sur notre faim. Donc, je trouvais intéressant vraiment d'avoir un représentant d'un parti plutôt indépendant. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu nous as dit que vous aviez déjà des représentants au Parlement européen. Et vous vous trouvez d'ailleurs noyé dans ces élections qui arrivent au milieu de 38 listes potentielles avec un peu tout et n'importe quoi, alors que des partis comme le vôtre, finalement, ont déjà une certaine ancienneté et une certaine envergure. Parle-nous, pareil, en une minute, c'est quoi le Parti Pirate? C'est quoi vos ambitions aujourd'hui? Et comment vous vous distinguez justement à la fois des partis traditionnels et des tout petits autres partis voilà, qui présentent peut-être une liste, mais qui sont encore soit inintéressants, soit inaudibles, soit juste qui se présentent là pour le fun, j'en sais rien. Alors effectivement, la question est très intéressante parce que on est vraiment à la charnière entre deux catégories de partis et donc il faut qu'on est là pour expliquer un petit peu où on est. Le Parti Pirate a été créé en 2006 en Suède, donc ça c'est le truc standard qu'on dit, hein, suite aux problèmes, aux questions de piratage, de partage de contenu en ligne, pair à pair. Les gens qui faisaient ça ont été traités de pirates par les ayants droit en Suède, et donc les pirates et les gens qui voulaient défendre ça se sont dit, ok, vous nous appelez pirates, eh ben on va créer le parti pirate. Il est arrivé en 2009 en France, autour des sujets type Adopi, etc., justement, qui visaient à réprimer le partage en pair à pair. Et il s'est étendu d'abord en termes de liberté fondamentale.
liés à Internet et au numérique. Et puis après, on a créé un programme généraliste qui touche à tous les sujets de société, donc l'écologie, les transports, la décarbonation de la société, etc., afin d'avoir un parti complet. On n'est pas un parti de témoignage, entre guillemets, ou ce qu'on appelle les single issue parties, hein. On ne s'occupe pas que du numérique parce qu'on veut vraiment avoir des élus. On n'est pas juste là pour être présent pendant la campagne. Et c'est effectivement ce qui fait la différence entre nous et les plus petits partis. On est un parti à la charnière entre. On est l'un des plus représentatifs, disons, un des plus visibles des partis peu visibles, pour le dire de manière simple. Et voilà, on a vraiment un programme généraliste et on essaie de taper le plus haut possible et de se faire connaître. Ce qui est très difficile avec un système en France qui, en gros, essaie de nous ignorer. Mais voilà, on va pas se laisser ignorer comme ça si facilement. C'est pour ça qu'on essaie d'être visible au maximum Moi, partout. ouais, moi, je suis tombé hier par pur hasard sur un moment sur les grandes gueules d'RMC et ils se demandaient s'il y avait un intérêt d'avoir autant de partis et c'était dommage parce qu'en fait, finalement, on faisait pas le distinguo entre les grandes. Alors, il y avait on parlait que des grandes écuries connues, mais après, dans les partis alternatifs, on faisait pas justement le distinguo entre des partis alternatifs structurés avec une vraie offre politique et des partis touristes peut-être qui sont venus là un petit peu par hasard. Moi, j'ai regardé le programme par curiosité du Parti Pirate. C'est vrai que sur pas mal de sujets, vous avez une position qui est plutôt cohérente, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'industrialisation, la position de l'Europe, que ce soit sur l'agriculture. Tous ces sujets-là sont traités. On ne va pas tous les traiter aujourd'hui, évidemment, mais c'est vrai, comme tu disais, que la position du Parti Pirate est assez cohérente. Par contre, au niveau des médias, tu m'expliquais juste avant, en préparant l'émission, que vous devez déjà dépenser votre énergie à vérifier que votre message est audible. Tu me disais que sur France TV, par exemple, déjà, ils ne respectaient même pas l'ordre de diffusion des clips. Tu nous en dis un petit peu là-dessus? Oui, alors il y a une procédure. Alors effectivement, c'est très dur pour nous d'avoir accès aux médias, aux grandes chaînes en fait de télé, parce qu'on est relégué à des heures impossibles ou dans des tout petits bouts d'interview. Là, on va peut-être avoir quelque chose, un petit sujet sur les parties les parties non traditionnelles et la façon dont ils font campagne avec peu de moyens, mais c'est extrêmement rare. Parler de nos propres sujets, c'est encore plus rare. Et il y a quelque chose qui s'appelle la campagne officielle, qui est pas mal décriée parce que c'est quelque chose qui semble un peu, comment dire, hors sol, disons. C'est des sections de clips que l'État donne aux partis, en fait, des temps de parole qui sont donnés sur les chaînes généralistes type France 2, France 3, France Info, sur du service public, et également à la radio, sur France Inter par exemple, ou Radio France Internationale. Et ce sont des créneaux garantis par l'État. Et avec également des moyens de production. En gros, on a droit à une journée avec les moyens de production France Télévisions et Radio France pour produire des clips télé et radio, ce qui est génial pour les petits partis parce qu'on n'a pas forcément les moyens de réaliser ça nous-mêmes, forcément. Cette année, on a tourné un clip pirate qui va être diffusé aujourd'hui, d'ailleurs. Et effectivement, il y a eu des erreurs. Le système est assez compliqué parce qu'il y a différents types de créneaux et cette année, le système a été calibré pour favoriser le RN et LREM pour qu'ils soient face à face dans des bouts de créneaux où ils sont eux seuls. Donc, exactement C'est pas, ce c'est qu'ils pas ont. c'est pas un scandale, ça justement, cette organisation d'un débat biparti entre un parti finalement Renaissance, qui fait très peu d'engagement de vote à venir, un parti, le RN, qui, bon, bah, sur les engagements de vote, c'est entre guillemets pas déconnant qu'il soit mis en avant, hein, mais par exemple, on n'a pas effectivement de propositions alternatives, que ce soit encore une fois dans les grandes écuries ou dans les plus petits Ouais. partis. C'est quoi ta position, toi, Ah là-dessus? bah, effectivement, bah, notamment il y a eu le débat Attal-Bardella qui est complètement, enfin, c'est ahurissant parce que le Premier ministre n'est pas candidat sur la liste de LREM, donc et il a été question d'un autre débat avec Macron lui-même, je ne sais pas où ça en est, mais effectivement, ça met le focus sur
les deux partis qui sont en tête des sondages, ce qui favorise d'ailleurs leur score ils sont plus, enfin il y a une histoire de synergie entre leur visibilité et leur exposition, et ça crée en soi une forme de barrière par rapport au pluralisme en fait, par rapport aux autres partis. Et pour renforcer ça, France Télévisions s'est trompé dans la diffusion des créneaux de la campagne audiovisuelle. Ils se sont trompés hier soir après le journal de France 2, qui est le créneau d'exposition maximale pour la campagne officielle légale, disons. Donc ils ont mis les deux clips de LREM et du RN. Ils se sont également trompés lundi soir après le journal télévisé de la 2 de même manière, et ils se sont également trompés sur France 3 après le journal du soir. Donc en fait, les parties moins exposées n'ont même pas eu droit à leur créneau complet lundi et mardi, et ils n'ont pas eu droit au créneau le plus exposé. Donc il y a vraiment un système qui fonctionne extrêmement mal, même en termes de respect des obligations légales. On a eu un retour de l'Arcom il y a quelques minutes seulement qui nous a confirmé qu'il y avait effectivement un problème, une erreur de la part de France Télévisions sur ces diffusions. Mais alors c'est extrêmement problématique qu'il n'y ait pas plus d'attention portée à ça, et ça fait partie de l'ambiance générale de fin du monde entre deux partis, dont un qui est très problématique à notre sens, c'est le RN, évidemment, la montée du RN qui nous inquiète beaucoup, et où tout n'est pas fait en fait pour exposer le pluralisme réel qui existe. Alors il y a 38 listes sur le papier, effectivement. Il y en a certaines qui sont là pour profiter. Alors pourquoi il y a 38 listes aussi? C'est intéressant. Il faut quand même avoir une liste de 81 noms, donc c'est pas forcément extrêmement facile à constituer de manière, comment dire, de manière superficielle, hein. Il faut quand même trouver des noms, c'est pas forcément évident, parce que c'est déjà un engagement pour les gens qui se présentent sur la liste. Donc déjà pour les gens qui arrivent à constituer cette liste, c'est déjà une forme de reconnaissance de leur impact. Après, vu le manque d'exposition par ailleurs, c'est aussi normal que beaucoup de petits partis, enfin j'aime pas dire petits partis, on va dire partis non traditionnels, essayent de se donner une visibilité ainsi, parce que c'est un moyen d'accès. La campagne électorale est un moyen privilégié d'accès aux médias, même si c'est pas parfait, c'est quand même un moment où on arrive à se faire entendre par la presse et les médias. Donc c'est aussi comment dire, une conséquence du fait que l'exposition en général est relativement peu pluraliste, et que la campagne électorale est un moyen privilégié d'avoir une exposition sur la durée. Enfin, sur la durée de la campagne, mais en revenant régulièrement, ça permet de faire entendre un peu mieux sa voix qu'en temps normal. Donc voilà, Comment pour t'expliques, moi, toi, c'est au que contraire le nombre de listes peu visibles qui apparaissent lors des campagnes électorales, et au contraire, pour moi, un signal qu'il y a un problème hors campagne. ouais, justement, comment tu expliques que toi, les médias aujourd'hui nous servent toujours cette même soupe? Je veux dire, bon, en 2024, les canaux de communication sont quand même très ouverts. Il y a une pluralité des discours, et pourtant, ils nous servent toujours toute cette même soupe. Et c'est quoi? C'est un problème de corporatisme? C'est des réseaux parisiens qui nous Alors, servent toujours la même salade? C'est quoi, toi, qui vis le chose de c'est, l'intérieur? C'est quoi ton point de vue là-dessus? bah, il y a une forme de plafond de verre, hein, disons, un petit peu comme la parité, avec des gens qui vont un peu nous dicter ce qu'ils préfèrent, enfin, ce qui leur semble audible ou pas, et ce qui leur semble. Il y a une volonté aussi probablement de faire du buzz entre guillemets, c'est-à-dire de parler des parties qui sont les plus exposées déjà. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et il y a aussi sans doute le fait, l'existence d'Internet permet effectivement avec des podcasts comme le tien ou d'autres, d'augmenter le pluralisme, mais ça permet aussi aux médias classiques de botter en touche en disant bah écoutez, qu'est-ce que vous nous cassez les pieds? Vous êtes invité sur des podcasts, le pluralisme existe déjà hors des médias nationaux, disons, en fait il n'y a pas besoin d'en faire plus. Donc effectivement, nous au Parti Pirate, on pense que l'avenir des médias entre guillemets, enfin du pluralisme, c'est plutôt Internet. Mais les médias classiques ont encore quand même un impact très fort sur notamment la population plus âgée. Donc c'est pas tellement normal que ce système perdure. Et on voit que de toute façon qu'il est en perte de vitesse et d'audience. Mais en attendant, il y a quand même encore un très fort impact des médias télévisés classiques.
Alors, pour continuer là-dessus, toujours en préparant l'émission, tu m'expliquais que le Parti pirate avait une préférence pour se positionner au niveau européen plutôt qu'au niveau national parce que les leviers d'action sont plus faciles et plus efficaces, ce qui peut donner un peu de crédit aussi à l'Europe sur ces sujets-là, quand on voit, enfin sur l'ensemble des sujets d'ailleurs, quand on voit la façon dont parfois ils sont traités au niveau national. Explique-nous justement en quoi toi tu trouves que il est plus facile d'agir au niveau européen, justement, et qu'il ne faut pas négliger ces élections, justement. Alors, c'est assez simple. Enfin, il y a trois éléments, je dirais. Le premier élément, c'est que l'élection au Parlement français, c'est une élection au scrutin majoritaire. Donc, il faut qu'un parti atteigne 50%, ou enfin, en tout cas, qu'il soit dans les deux ou trois premiers pour arriver au second tour, et 50% au moins 50% au second tour. Donc, c'est pas évident. On peut avoir des choses ponctuelles dans une circonscription avec quelqu'un de très connu ou qui fait une excellente campagne, mais c'est un seuil quand même très élevé à atteindre pour des partis peu médiatisés. L'élection européenne, c'est différent, c'est de la proportionnelle. Il y a quand même un seuil de 5%, donc qui n'est pas non plus totalement évident à atteindre, qui est là pour justement bloquer les candidatures estimées fantaisistes. Donc c'est déjà un problème en termes de pluralisme en France. Mais c'est quand même nettement plus facile à atteindre que 50%, bien entendu. Euh, et alors en Allemagne, par exemple, il n'y a pas de seuil. Donc les Allemands peuvent avoir un député pirate élu, enfin, ou n'importe quel député d'ailleurs, avec, je crois que c'est environ 0,6%. Donc c'est nettement plus facile. Donc déjà, l'élection européenne par nature, et même en France, est plus ouverte en raison du scrutin proportionnel. Ensuite, pendant la mandature, on est entouré évidemment d'autres pays qui ont une vision différente de la nôtre. La mentalité en France est assez, comment dire, il y a une tendance autoritariste, et même au-delà de la tendance actuelle, hein. C'est une tendance de fond en France à vouloir énormément réguler, notamment en termes de liberté d'expression, en termes de surveillance également, au point de vue identification des personnes sur les réseaux. Il y a vraiment une mouvance et une opinion publique qui est en partie favorable à ça. Mais c'est en train de se retourner parce que le gouvernement français a été un petit peu trop loin, et le rapporteur de la loi SREN, sécuriser et réguler l'espace numérique. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que côté européen, il y a un certain nombre de directives qui nous protègent contre les excès des gouvernements nationaux. Il n'est pas possible de censurer, par exemple, quelque chose comme la censure de TikTok en Nouvelle-Calédonie, le blocage de TikTok pour raison de ce qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles. Donc c'est un truc sorti du chapeau par le gouvernement. Il n'y a pas de possibilité en métropole d'effectuer la même chose, de bloquer de manière autoritaire du jour au lendemain un réseau social en raison d'événements particuliers. Donc l'Europe nous protège littéralement contre les excès de l'État en France. Et ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, tous ces mix de choses font que l'élection européenne est plus importante pour nous, et également aussi parce que le Parti pirate est un des partis qui croit fermement à l'Europe. Il y a des branches dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, et au-delà. Il y en a également, enfin dans le monde entier en fait, mais c'est particulièrement en Union européenne que sa présence est forte. Et donc on a des liens avec les autres partis pirates. On a un vrai programme commun européen entre partis pirates, donc parce qu'il y a beaucoup de valeurs communes. On a des divergences sur l'énergie, par exemple, hein. Les Allemands sont pas tout à fait sur la même ligne que nous en matière de nucléaire, par exemple. Mais on arrive à avoir un vrai. Est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on a Oui. besoin d'écouter encore les Allemands sur l'énergie, Pierre? Alors peut-être un peu moins, faut peut-être. Ils ont un petit peu mis de l'eau dans leur vin, disons, au moins au niveau parti pirate, puisqu'on a un programme commun qui veut promouvoir les énergies décarbonées plutôt que purement les énergies renouvelables. Donc ce qui est un progrès, ce qui permet d'inclure le nucléaire dans les initiatives de décarbonation. Donc il y a une admission que l'énergie 22, la transition énergétique allemande, n'est pas forcément une réussite totale, Ah. contrairement à ce que les partis écolos nous disent en France. Donc, tu es en train de nous dire que le parti pirate allemand n'est pas contre le nucléaire, pour le coup. Alors,
Alors, il est plus mesuré que nous, mais effectivement, dans le programme commun, Pirate, on a effectivement évité un refus en bloc du nucléaire parce que, alors il n'y avait pas que les Français, il y avait aussi les Suédois qui ont pas mal de nucléaire et d'hydroélectrique, et donc qui ne sont pas sortis du nucléaire et qui sont à peu près sur le même point de vue que les Français. Impeccable. Bon, bah écoute, ça déjà, moi qui suis énergéticien, ça me va très bien. Tu nous as dit, l'Europe nous protège contre les excès autoritaires en France. Une belle punchline. C'est quoi selon toi? Alors ça bouscule un peu le planning de l'interview, mais du coup ça nous fait une bonne transition. Quelles sont selon toi les principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur les libertés numériques en France et en Europe? Alors en France, l'envie et qui a été exprimée à plusieurs reprises, et y compris par des partis de gauche, hein, c'est d'avoir une identification en ligne généralisée. C'était un objectif de Paul Midi, le rapporteur de la loi SRN, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, qui voulait en fait obliger les réseaux sociaux à exiger de la part des internautes une preuve d'identité. Alors pas une preuve d'identité forcément directe. Facebook n'aurait pas connu forcément notre identité complète, mais il y aurait eu un système avec France Identité Numérique, donc la carte d'identité numérisée, enfin dématérialisée, qui fonctionne sur une app en ligne pour faciliter l'accès aux services publics. Euh, Ce système aurait été rendu obligatoire pour accéder aux réseaux sociaux, ce qui n'a pas de sens. C'est sous couvert de rendre Internet aussi, enfin de faire l'expression, c'est de dire on ne peut pas permettre sur les réseaux numériques, les réseaux sociaux, ce qui n'est pas possible dans le réel. Mais bon, quand je vais acheter mon pain ou que je vais faire mon plein d'essence, j'ai pas besoin de présenter ma carte d'identité, y compris quand je me promène dans la rue, etc. Il y a très peu d'obligations en la matière dans la vie réelle et il n'est pas normal qu'on en mette plus sur Internet, à part pour des choses extrêmement spécifiques comme l'accès aux services administratifs. Donc il y a eu une poussée là-dessus par le rapporteur et ça a été retoqué en fait par l'Union européenne, qui a dit bah écoutez c'est pas conforme aux directives européennes, donc le texte ne peut pas être validé en France. Et le texte a dû être retardé pour sa promulgation et il a dû être nettoyé. Le Conseil constitutionnel également, non, Conseil d'État, pardon, je crois, a fait sauter une disposition de bannissement des réseaux sociaux, où suite à des condamnations pour haine en ligne, le juge aurait pu avoir le droit de dire à quelqu'un, bah, écoutez, vous avez pendant 2 ans, vous êtes banni des réseaux sociaux. Le Conseil d'État a estimé que c'était beaucoup trop, ça allait beaucoup trop loin. Donc ça c'est le genre de protection. Ça c'est au niveau français. Donc mais ça va revenir, hein. Si on écoute, j'ai entendu une interview d'une des personnes de la liste écolo, qui trouvait très bien ce projet de Paul Midi de forcer à une identification sur les réseaux sociaux. C'est parfois, ça vient aussi par la bande, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une obligation qui a été introduite de preuve d'âge pour accéder aux réseaux sociaux, pour protéger nos enfants de l'exposition à la pornographie et de l'exposition aux réseaux sociaux, ce qui est quand même beaucoup plus léger. Et donc évidemment, tout le monde veut protéger les enfants de ce qui se passe de mauvais sur Internet. Le problème, c'est que protéger les enfants, enfin connaître l'âge des enfants, ça veut dire connaître l'âge de tout le monde par définition. Donc cette facette-là du flicage est rarement mise en avant, et ça veut dire que potentiellement, pour accéder aux réseaux sociaux, on risque fort d'être obligé de présenter une preuve d'âge. Ce qui est aussi une érosion en fait de nos droits fondamentaux petit à petit, et il est très certain, à mon sens, que ça va être remis au tapis plus tard pour étendre ça sous forme de contrôle social de type chinois en fait. Petit à petit, en fait, c'est l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau et qu'on fait chauffer petit à petit jusqu'à la faire bouillir. On se fait en fait petit à petit cramer nos petits brins de liberté fondamentale sans jamais revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Et avec une population qui se fait mener enfin, de rouler dans la farine, parce que tout le monde n'est pas conscient en fait des enjeux en termes de liberté fondamentale que ça implique sur des médias qui sont extrêmement importants aujourd'hui, les réseaux numériques,
et qui sont un peu négligés au niveau politique. Donc voilà. Alors côté Mais Pierre, européen, on a... excuse-moi, ouais, Ouais, je t'en mais, prie. mais Pierre, Pour excuse-moi, est-ce terminer, que ça, côté européen... ouais. Vas-y, excuse-moi. Ouais. Je reviendrai côté européen parce qu'il y a aussi potentiellement des soucis qui vont apparaître. Mais vas-y, excuse-moi, Alors, pose-moi on ta... garde ça sur Ouais. le côté européen, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que ça veut Mhm. dire qu'on laisse tout faire aussi? On voit des dérives d'utilisation des réseaux sociaux cryptés par des organisations malveillantes. On voit une dérive de l'utilisation des réseaux sociaux au niveau, déjà en termes de contenu, on voit qu'on est pollué par plus en plus de contenu généré par de l'intelligence artificielle, le non vérifiable, non enfin je veux dire même pas non humaine. Enfin, il y a une abreuvation de contenu à valeur ajoutée zéro pour les enfants. Et puis il y a ces histoires de harcèlement, etc. Donc la question, elle est légitime aussi. C'est est-ce qu'on doit, Oui, au nom des libertés, laisser tout faire on est d'accord. ou on doit légiférer là-dessus? C'est quoi la position du Parti Pirate justement par rapport à ça? Alors notre position, on l'a exprimée au moment de ces demandes de briser l'anonymat. Alors déjà, la première réponse, c'est que l'anonymat en ligne n'existe pas au sens strict parce que on laisse des traces tout le temps, partout. On laisse des cookies par nos navigateurs, on a des comptes avec authentification, enfin des comptes personnels. On a des adresses IP évidemment, sinon on pourrait pas communiquer. Donc des adresses qui sont à peu près aussi traçable qu'une plaque d'immatriculation parce que le fournisseur d'accès est capable de retrouver que telle adresse à telle heure relève de telle personne, soit un abonnement téléphone mobile, soit un abonnement fixe de telle personne ou de tel lieu est capable de remonter au propriétaire de l'abonnement qui lui-même, en général, sait ce qui s'est passé chez lui. Et par défaut, il peut être considéré même dans certains cas comme responsable. Donc il y a déjà des traces dans tous les sens. Et on le voit lors des enquêtes pour harcèlement ou autre, ou au pire menace de mort. Il y a des gens qui se retrouvent devant les tribunaux, qui pensaient être anonymes, enfin entre guillemets donc, ou intraçables, et qui se retrouvent en fait devant les tribunaux parce qu'ils ont effectué des menaces de Mm. mort vis-à-vis d'un politique. Les politiques sont particulièrement exposés. Moi je le vois hein, depuis que j'ai marqué politique dans mon profil, les gens se permettent de vous insulter parce que vous êtes un salaud de politique, etc. C'est assez pesant. Mm. Mm. Donc en fait, le problème, c'est les moyens d'enquête, d'une part, éventuellement la collaboration des réseaux sociaux au titre de la loi. Hein, ils sont censés donner les informations de contact des personnes en cas d'enquête judiciaire. Euh, la justice française est très peu financée, elle manque énormément de moyens. Je crois que c'est par rapport à la justice allemande, c'est même pas la moitié en fait par français le budget de la justice française par rapport à la justice allemande. Donc en fait, il y a des moyens à redonner à la justice parce que en fait, par manque de moyens, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont classées. Mm. Et il y a également des enquêtes, enfin des enquêtes, même quand elles aboutissent, qui aboutissent avec des délais extrêmement longs. Par exemple, 18 mois. Donc quelqu'un qui se retrouve devant les tribunaux 18 mois après avoir fait des menaces de mort, c'est un peu trop lent euh, comme effet. Donc ça ne favorise pas la résolution, enfin la lutte contre la haine en ligne. Et également, c'est peu dit médiatiquement. Donc s'il y a un combat, s'il y a s'il y a une demande forte de supprimer, de réduire l'anonymat en ligne, ça veut dire que les gens estiment qu'il est suffisant pour eux. Donc ça laisse l'impression qu'il y a pas de possibilité d'être retrouvé en cas de litige, ce qui est une impression fausse. Donc voilà, c'est Ok. Tu parlais de l'Europe tout à l'heure, oui. justement. Alors côté D'autres européen, effectivement, on a la suite de ça, c'est-à-dire que également dans le but de lutter en particulier contre la pédocriminalité, donc les échanges sur messagerie privée de photos à caractère pédopornographique, l'Union européenne, alors c'est plutôt la Commission, parce que les députés sont plutôt contre, mais pas tous. Enfin, les pirates ont fait Mhm. beaucoup de buzz là-dessus, hein, les pirates allemands notamment. Patrick Breyer, le député pirate allemand, a appelé ça chat control. Donc c'est l'idée que l'État, enfin les États, les autorités puissent avoir accès à nos messageries privées, ce qui est une entrave au secret des correspondances. Enfin, c'est un premier pied dans la porte pour mettre fin au secret des correspondances qui est garanti au sens du code des PTT en France notamment et pas qu'en France. C'est ce qui permet d'interdire à la Poste
de dire à la poste, écoutez, vous avez des courriers avec des courriers postaux classiques, hein, avec potentiellement des choses illégales dedans. Vous n'êtes pas censé ouvrir les courriers pour vérifier la légalité des contenus qui circulent. Il existe des dispositions légales de type perquisition qui permettent aux organismes, aux opérateurs de télécom, enfin, qui permet plutôt à la police d'enjoindre aux opérateurs de télécom de lui donner accès à une conversation ou à un courrier. C'est ce qu'on appelle les écoutes. Elles sont extrêmement encadrées pour éviter justement des abus. Et la doctrine, c'est que on va pas écouter tout le monde pour détecter des illégalités. On va écouter uniquement les personnes dont on soupçonne se, qu'elles se livrent à des illégalités pour trouver des traces de preuves pour monter un dossier contre elles. Donc en fait là, on retourne complètement les systèmes numériques pour s'en servir comme élément de police et élément de totalitarisme en fait, hein, on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire vérifier que littéralement à terme tout ce qu'on fait sur les réseaux ne soit pas illégal, soit légal. Donc c'est Ouais. un grave précédent parce que en termes, là aussi en termes de vie réelle, ça n'existe pas. La police ne peut pas venir à n'importe quelle heure et sans raison chez moi pour fouiller mes placards et vérifier que je n'ai pas d'armes je détends pas de matière d'armes de manière illégale ou de drogue ou que sais-je. Donc si ça se passait dans la vie réelle, on serait tous scandalisés. Et là, c'est ce que l'Union européenne voudrait faire sur Ouais. nos contenus numériques. C'est un gros problème. Il y a une version allégée qui a été proposée qui consiste à dire, si vous voulez échanger des photos sur les réseaux sociaux, on va modifier les conditions d'utilisation pour que vous acceptiez que vos photos soient scannées pour de la pédocriminalité, etc. Ce qui est également, enfin, c'est le même problème en fait. Ça ne résout rien à la question. Ok, très bien. Ça met bien en avant un petit peu quand même qu'il faut rester vigilant et il faut mobiliser peut-être des forces politiques autour de ces sujets, surtout au niveau européen, comme tu disais tout à l'heure. Mais ça nous fait aussi une bonne transition vers la thématique, de la transition écologique. Certains militants politiques de la transition écologique aiment bien faire le distinguo entre le bon numérique et le mauvais numérique. Toi-même, tu t'étais distingué un petit peu sur des prises de position contre le shift par rapport à je dirais sa croisade contre le mauvais numérique que seraient les vidéos, les choses, et tout machin comme ça. C'est quoi du coup ta position là-dessus? Explique-nous un petit peu le contexte par rapport à cette contradiction que tu as exprimée par rapport au shift. Et puis, est-ce qu'il faut vraiment tirer à boulet rouge sur le numérique? Est-ce qu'il faut en faire un étendard de justement ce qu'il y a de mauvais et qu'il faudrait éliminer? Alors, oui, le shift, en fait, est parti à partir de 2018 sur des rapports 2018, 2019. 2019, ils ont fait un rapport qui était titré de mémoire L'insoutenable impact de la vidéo en ligne ou l'insoutenable empreinte. Donc, un titre tout en finesse, fondé sur un rapport de 2018 où ils se sont trompés, en fait, dans les évaluations. Ils ont comparé un visionnage de vidéos haute définition sur un téléphone mobile à la consommation d'un four électrique. Ils ont dit que c'était la moitié de la consommation d'un four électrique, à savoir 1000 watts. Donc c'est quand même considérable. Et quand on a fait un peu d'électronique, on sait que l'électricité consommée par nos moyens numériques, elle est dissipée sous forme d'effet Joule. Donc si je consomme 1 kilowatt sur un téléphone mobile, ça veut dire que mon téléphone va chauffer comme un radiateur de 1 kilowatt. A priori, on s'en apercevrait. Alors après, il y a évidemment le réseau derrière et les serveurs, mais c'est un peu la même chose. On n'arrive pas à faire cuire des œufs au plat sur un boîtier de serveur dans un data center. Pas encore du moins. Donc il y a une erreur manifeste du shift qui a corrigé en disant bah oui écoutez on s'est trompé d'un facteur 50 mais ça change rien aux résultats. Donc ça c'est la première erreur, hein, première erreur méthodologique majeure. Et il y a une deuxième erreur dans la présentation des résultats, c'est que le shift a évalué au niveau macro l'impact, enfin à la fois la consommation électrique des data centers, ils ont pris des études sur la consommation
annuel des data centers, et également des chiffres sur le trafic réseau produit sur Internet ou par les data centers. Là, c'était pas très clair. Et puis ils ont fait une division, ça fait X kilowattheures par gigaoctet, mais l'équation était assez incorrecte. Et surtout après, ils sont partis du principe que, d'après une autre étude, la vidéo en ligne, c'est 60% du trafic Internet. Et ils ont fait une règle de 3. Ils ont dit 60% du trafic Internet, ça veut dire 60% du CO2. Donc si on veut réduire le CO2 d'Internet, on va réduire le trafic de la vidéo. Et c'est présenté absolument partout depuis, par tous les médias, comme une évidence. 60% du trafic, donc 60% du CO2, mais ça marche pas comme ça. En fait, c'est un système d'attribution, c'est ce qu'on appelle le modèle attributif. C'est une attribution au prorata, qu'on pourrait le faire à un syndic d'immeuble sur l'utilisation de l'ascenseur, sans forcément. Alors encore dans une utilisation d'ascenseur, ça a encore du sens. Dans le cas d'Internet, ça n'a pas de sens parce que l'Arcep elle-même fait remarquer que entre une box utilisée à 0%, donc juste allumée sans trafic, et une box utilisée à 5%, à 100%, pardon, il n'y a que 5% d'augmentation de la consommation. La box consomme 95% de sa consommation maximale simplement lorsqu'elle est allumée. Le trafic a une influence extrêmement faible. Et c'est pareil pour tout, à peu près pour tous les systèmes informatiques. Donc ça c'est l'autre erreur dans le calcul. Et après il faut ici remettre les pendules à l'heure en termes d'impact général du numérique, particulièrement en France où on a une électricité très décarbonée. Le numérique, l'électricité en France, c'est à peu près 10% de l'empreinte carbone des énergies consommées. Donc le poste majeur, ce sont les transports qui font à peu près 40% entre avions, transport routier, transport ferroviaire non électrifié, etc. L'électricité, c'est 10%, donc c'est beaucoup plus faible. Et le numérique, là-dedans, c'est environ 12%. C'est un petit peu en augmentation en raison de l'IA. Mais donc, en fait, si on fait le produit, l'impact en usage du numérique en France, c'est environ 1,2% du CO2 produit. Ce qui veut dire que on en parle beaucoup plus proportionnellement que son poids réel, au tel point que les gens sont persuadés qu'il vaut mieux éviter d'envoyer un mail que de faire 10 km en voiture. Enfin, les ordres de Ça grandeur m'avait sont fait. complètement Ouais, en l'air. Enfin, et là, je suis content parce ouais, que récemment, une étude a montré que, enfin, je suis content à moitié. Récemment, un sondage d'opinion a montré que la mesure la plus plébiscitée par les Français en termes de réduction d'impact de son usage numérique, c'était le nettoyage de la boîte de courrier électronique. Or, c'est également la mesure la plus inutile. Donc c'est un combat qu'on est pas mal à mener depuis un moment et ça commence enfin à percoler dans les médias qui ont fini par mettre en évidence que la mesure la plus populaire en termes de décarbonation, c'est également la mesure la plus futile. Et donc il commence à y avoir une prise de conscience de ces sujets-là et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'essayer de réorienter nos actions vers des choses utiles plutôt que du buzz, comment dire, de greenwashing en fait. mais oui. Mais oui, c'est ça. Effectivement, après, à force de laver le cerveau des gens avec des actions, comme tu dis, bullshit, on les détourne de l'essentiel. J'avais un dirigeant d'une start-up qui prétendait décarboner l'industrie, qui était partie de la commission de Madame Poisson. Alors, c'était il y a 2 ans. Il a eu un temps d'antenne sur Europe 1 de 5 minutes et il nous a bassiné avec nettoyer les boîtes mail et penser à mettre des ampoules LED. Enfin, c'était un peu du foutage de gueule. Transition très bonne vers l'intelligence artificielle. Euh, tu- ouais, alors Jean-Marc Jancovici en a fait son cheval de bataille en prétendant, en mettant en avant l'inutilité de l'intelligence artificielle, en pointant du doigt la surconsommation d'énergie dans des temps de sobriété que je ne remets pas en question. La sobriété, c'est très important. Mais donc lui, Jean-Marc, considère que ça ne met pas de l'eau à son moulin et qu'il faut donc se détourner de l'intelligence artificielle, ce que ne font pas nos copains américains et asiatiques. L'Europe a légiféré de façon très publicitaire sur le sujet. Cette législation européenne sur l'intelligence artificielle, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Euh, disons a priori de ce que je peux dire, on a limité les dégâts. Il y avait des dispositions un peu brutales, notamment en termes de logiciels libres, qui nous auraient mis pieds et poings liés par rapport
à OpenAI et enfin les majors américaines en la matière. Donc en fait, ça aurait facilité la constitution de futurs GAFAM de l'IA. Il faut pas trop taper, il faut pas trop gêner l'innovation en la matière parce que on a un niveau, enfin comment dire, un domaine qui repart à zéro. On a nos atouts en Europe et notamment en France sur le sujet. Il y a énormément des chercheurs dans ces domaines-là qui sont français, y compris chez les Américains en fait. Je crois que c'est les trois quarts de l'équipe de. Alors il y a une boîte qui s'appelle Hugging Face, on a Mistral en France, on a OpenAI, il y a énormément de Français chez eux. Je sais pas si c'est pas ouais, entre les trois quarts et la moitié des équipes qui sont d'origine française. Donc ne serait-ce qu'en Ok. termes de soft power, c'est super important. En France, on a une bonne infrastructure d'hébergement parce qu'on a une électricité peu chère et décarbonée. Donc on a des atouts en la matière et on peut capitaliser là-dessus. On pourrait presque devenir le data center de l'Europe en fait avec notre électricité décarbonée, ce qui serait Eh pas oui. mal. Alors les data centers sont pas mal décriés parce qu'ils constituent une concentration visible de consommation énergétique énorme, mais il faut voir aussi l'impact par rapport au nombre de gens servis. Un data center, ça va être des centaines de milliers ou des millions ou des dizaines de millions de personnes comme toi et moi qui utilisent les services. Donc c'est en général plus efficace que des data centers des petits data centers de PME qui vont être gérés de manière beaucoup moins efficace en termes énergétiques. Et au niveau matériel également, on a le cloud qui permet de mutualiser au maximum le matériel, ce qui est une chose essentielle également. Donc ça c'est le côté infrastructure. Après le côté entraînement des IA, on a une attention à apporter au corpus libre. Il faut des corpus d'entraînement qui ne soient pas soumis à des licences dispendieuses ou des droits d'auteur. Il faut des choses qui soient dans le domaine public ou avec des licences d'utilisation libres pour permettre de créer des IA fidèles à nos cultures européennes. Un exemple, c'est que certains convertisseurs, il est possible de prendre une vidéo et de traduire la langue du locuteur en gardant sa voix dans une autre langue. Si on fait ça sur certains systèmes existants, on s'aperçoit que le français, il y a un léger accent canadien derrière, ce qui est sympathique, mais ça veut dire qu'il y a certains accents qui vont être privilégiés par les entreprises nord-américaines par rapport à nos accents locaux en France, sud-ouest, nord, etc. Donc il y a aussi un enjeu là-dessus de préservation de nos cultures. Côté Jean Covici, oui, je pense que Jean Covici a une vision exagérément négative du numérique comme quelque chose de totalement futile qui n'a jamais servi à rien. Et évidemment, au Parti Pirate, on pense l'inverse et on pense que le numérique peut être un outil majeur de décarbonation de la société, ne serait-ce qu'avec les visios comme celle qu'on est en train de faire, qui permettent d'éviter d'avoir à se déplacer à l'autre bout du monde pour faire des réunions. Euh, et également en termes d'objets pour récupérer des métriques sur l'écologie, les consommations d'eau, tout un tas de choses. Ne serait-ce que sur l'approche scientifique, en fait, on a énormément de choses à faire avec le numérique et on le voit déjà. Et également l'open data. Donc on pense que le numérique est vraiment un outil de décarbonation et d'amélioration de nos process à tout niveau, et y compris au niveau écologique. Ok. L'euro Alors, numérique. excuse-moi, un dernier mot euh, sur l'IA aussi. Il faut pas Vas-y. négliger aussi. Il y a souvent un raisonnement qui est fait, c'est de raisonner à isotechnologie, c'est-à-dire de prendre des chiffres d'aujourd'hui en termes de capacité de calcul, de consommation énergétique, et de les étendre sur 30 ans. En disant, bah, écoutez, en faisant une règle de 3, si tout le monde utilise ça, bah, dans 30 ans, on va consommer 3 fois l'énergie de la planète, c'est pas possible. En fait, le Shift, par exemple, en 2018, avait fait, dans son rapport de 2018, avait expliqué que entre 2018 et 2024, l'impact relatif du numérique pourrait doubler. En fait, ça s'est pas produit. Il y a une croissance plus ou moins enfin, il y a une croissance. Il y a eu très peu de croissance hein, de 2018 à 2024. Il y a une légère croissance depuis un an ou deux en raison de tous les gens qui passent à l'IA. Euh, mais c'est relativement pondéré, disons, par rapport à ce qui a été annoncé. Et ce qu'il faut voir, c'est que les courbes d'usage sont souvent exponentielles en matière de numérique, mais justement, grâce au progrès d'échelle qu'on arrive à faire, d'une part par la loi de Moore, la fameuse loi de Moore, d'autre part aussi par les progrès algorithmiques qui sont énormes en IA. Depuis 2 ans, il y a eu des capacités améliorées en performance permettant d'énormément réduire
les besoins en matériel pour faire de l'IA. On arrive à faire tourner ça sur un petit PC aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a 2 ans. Il fallait une grosse carte graphique. Mmh, Donc c'est en vrai. fait, l'augmentation d'impact est très mesurée et n'est pas du tout exponentielle comme on pourrait le croire au vu des usages. Voilà, excuse-moi, OK, je t'ai l'euro interrompu. numérique. Ouais, vas-y, non, mais on continue. Mais leur tourne et après, Alors l'euro numérique, les gens. L'euro c'est du buzz numérique, alors, fait. c'est flicage maximal. C'est Ah, quoi ouais. Alors on n'a pas beaucoup Parce qu'en d'informations fait, sur le projet. ouais, si on revient un petit lag, si on revient un peu sur l'essence des crypto-monnaies et le flagship qui est Bitcoin, l'idée c'est quand même d'avoir une décentralisation, d'offrir une décentralisation totale par rapport à certains marchés, etc. Bon, alors c'est vrai que d'avoir des monnaies fiat adossées à des monnaies numériques équivalentes, mais est-ce que c'est pas une autre menace, une porte ouverte à un flicage de masse encore plus conséquent? Alors l'euro numérique, on n'a pas trop d'éléments techniques là-dessus. Ça a été surtout un objet politique balancé comme une sorte de réponse aux crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Ça n'a pas vraiment de sens en fait. Enfin déjà, les crypto-monnaies, leur intérêt, c'est qu'elles sont décentralisées. Il n'y a pas d'émetteur centralisé Eh oui, unique. Donc c'est ça qui fait tout leur intérêt. Si on commence à les émettre si on commence à les faire émettre par une banque centrale, ça n'a plus aucun sens. Les banques centrales peuvent déjà émettre des monnaies, elles sont déjà largement numérisées parce qu'on peut faire des virements, y compris instantanés, on peut utiliser notre carte bancaire pour du paiement sans contact. Donc c'est déjà quasiment en train d'éradiquer les espèces, mais avec une monnaie qui est beaucoup plus tracée. Et vu la situation, je ne vois pas comment l'euro numérique proposé, déjà, je vois pas l'intérêt en termes de traçabilité, il serait aussi traçable probablement que les monnaies, les virements classiques, hein, donc ça, quel est l'intérêt? ouais, Il serait probablement lié aussi à une identité européenne, donc parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le digital wallet, donc tout ça est lié, c'est lié tout ça également à l'identité en ligne. Et ça veut dire qu'il serait utilisable probablement que par des Européens. Donc c'est pas l'équivalent des espèces. On peut donner des euros à n'importe qui, quelle que soit sa nationalité, y compris à l'autre bout du monde. Le sens de l'euro numérique, quelle que soit la façon dont on prend la chose, l'euro numérique ne semble pas avoir beaucoup de sens. Et il y a également, alors là aussi, Patrick Breyer, le député allemand, pirate, l'a exprimé de manière excellente au Parlement européen. C'est qu'il y a également une poussée côté européen, et pas que côté européen, c'est souvent la demande des États nationaux, de réduire l'usage des espèces, de limiter les paiements en espèces. Et c'est donc les espèces classiques sont également quelque chose à défendre pour le respect de notre vie privée et de la confidentialité de nos transactions. Alors évidemment, il peut y avoir du blanchiment, etc., des choses contre lesquelles on peut lutter de manière séparée, mais il faut pas non plus laisser enlever cette liberté de pouvoir échanger de l'argent entre amis sans se faire tracer. Et donc voilà, donc l'euro numérique, quelle que soit la façon dont on le prend, on voit pas du tout comment il pourrait avoir le moindre intérêt à tout point de vue, toi à la qui, fois toi, par rapport aux moyens existants et par rapport aux crypto-monnaies. toi qui es au cœur de la machine européenne, ou tout du moins tu essayes d'y rentrer, euh, qu'est-ce qui fait tant peur que ça aux États sur Bitcoin? Parce que bon, aujourd'hui, la capitalisation de Bitcoin est vraiment très importante, mais la part de gens qui en possèdent n'est pas si importante que ça, en fait, finalement. Mais ce qui dérange, on le sent bien, c'est que les gens fassent des profits, que ces profits soient pas taxés, que je puisse demain acheter quelque chose grâce à ça, effectivement, sans qu'on puisse retracer. Mais comme tu disais, c'est un peu l'idée de ce qu'on a avec l'argent liquide. Qu'est-ce qui fait vraiment peur au niveau européen avec Bitcoin? Alors c'est difficile à je, dire. je mets- je- Hmm. Ouais. Je pense que c'est Non, un petit peu la même chose que ce qui fait peur dans les espèces, hein. C'est le fait que ça échappe au contrôle des États. Euh, ça a été un peu comme Internet à ses débuts en fait. Internet, ça a été présenté comme le repère des pédonazis, etc., les terroristes, etc., les Ouais. extrémistes. Allait encore un petit peu. Maintenant, c'est un peu limité aux réseaux sociaux, mais voilà, il y a, il y a la volonté aussi du monde d'avant de
de se protéger contre le monde futur le monde futur et même le monde présent qui advient, et d'essayer de vendre. Il y a un truc très à la mode en France, hein, on le voit avec la montée du RN, c'est de vendre de la sécurité entre guillemets sous forme de flicage supplémentaire. Donc ça va dans la ligne. Pierre, je suis désolé, c'est passionnant, mais on va arriver au terme de l'épisode. Toi, aujourd'hui, à titre personnel, par rapport à ton engagement ou d'autres choses, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ce que tu as accompli jusqu'à présent? Est-ce que je suis fier de quelque chose? Je ne sais pas. Je te remercie. Ça, On arrive quand même c'est libre. Ouais, la chose la plus fière en ce moment, c'est d'arriver petit à petit à rendre le parti pirate, et ça, je suis pas tout seul, hein, la matière, d'avoir monté une dynamique autour du parti pirate pour le rendre plus visible et plus crédible en France, pour arriver à faire avancer ces sujets. Et notamment, oui, c'est une chose dont je suis assez fier quand même, c'est d'avoir réussi à avoir des tribunes dans certains médias généralistes, de sortir un peu de la bulle tech où on est bien connu, et d'arriver à porter ces sujets au niveau plus général, donc provoquer une prise de conscience plus générale dans la population des points d'attention à apporter sur les législations qui nous menacent. Et donc on essaye de porter C'est ça aux élections aussi en visibilité. C'est un petit peu le. Moi, je pense que vous devenez intéressant dans le sens où votre programme s'élargit sur d'autres thématiques, c'est très bien. Mais si je vais voir Monsieur et Madame Tout le Monde et je donne le nom de Parti Pirate, je pense que déjà on a on perd de crédibilité. Est-ce que si on a une envie de grossir justement et de prendre de l'envergure en politique, est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer aussi par adopter un petit peu les codes? Ça commence par le nom, ça commence par pas mal l'attitude, tu vois? On sait comment marche le monde malheureusement, heu, donc qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est prévu d'ailleurs de changer de nom, dans les années qui viennent? Alors, Pour moins c'est faire pas peur. prévu à ce stade. Effectivement, c'est un problème que rencontrent les partis pirates. J'en ai causé avec un député pirate islandais, avec les Allemands. Effectivement, c'est une remarque qui revient un peu partout. Parti pirate, ça fait un peu truc de rigolo. C'est pas faux. Et c'est vrai que ça peut être un handicap. Par contre, c'est devenu un nom quand même assez connu et qui fédère un certain nombre de valeurs en Union européenne notamment. Donc c'est difficile d'en changer maintenant, mais peut-être qu'on le fera. C'est effectivement possible. On va voir. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais effectivement, c'est un point d'attention à apporter. Et par contre, on essaie d'en faire encore plus pour être crédible en termes de discours et de réflexion sur les enjeux. Donc on a une excellente tête de liste aux européennes, Caroline Zorn, qui est très douée pour présenter, qui est moins technique que d'autres pirates, mais justement, elle est avocate, elle a l'habitude de présenter les sujets en termes de droits fondamentaux avec un discours grand public qui est beaucoup plus facile à porter, et donc qui est extrêmement adapté à la diffusion de nos idées. Très bien. Bah, écoute, moi, je suis en tout cas, très content d'avoir pu porter, un petit peu de cette parole. Je ne donne aucune tendance, ni d'indication de vote, mais je crois que c'était important de mettre en avant, un parti qui s'intéresse de façon, intrinsèque, c'est dans votre ADN, à ces sujets de liberté individuelle, à ces sujets de liberté du numérique. Et parce que on l'a vu avec l'intelligence artificielle, avec l'argent numérique, avec bien plein d'autres choses, avec maintenant les connexions que ça amène vers l'énergie. Et puis on n'a pas parlé d'éducation, d'agriculture, de plein d'autres, de sécurité. Mais je vous encourage à aller voir le menu. J'allais dire le menu, mais non, on parle de programme. On mettra le lien dans le descriptif de l'épisode. Et Pierre, à la fin de chaque épisode, chaque invité a le droit à sa minute promo. Donc, je te laisse le dernier mot. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner aussi. C'est très important. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine
pour un super épisode avec monsieur Yves Bréchet. Yves Bréchet, l'ancien haut commissaire à l'énergie atomique. On va parler de réindustrialisation et vous allez voir, ça ne va pas piquer des hannetons. Non plus, il n'a pas la langue dans sa poche. Pierre, je te laisse le mot de la fin. On y va. Eh ben, merci. Un mot sur le parti pirate pour les élections. On n'a pas les moyens de donner des bulletins partout parce que c'est encore un problème de financement politique en France. Et si vous voulez voter pour le parti pirate, il y a des chances qu'il n'y ait pas de bulletin dans votre bureau de vote. Donc préparez-le. Vous pouvez l'imprimer à partir du site bulletinpirate.org. Vous l'imprimez sur une feuille A4 sur du papier normal et vous pouvez le mettre dans l'urne. Tu m'avais demandé aussi un livre que je recommandais. Je recommande le livre de Yann Lequin, donc un des papes de l'IA français d'origine, et qui explique très bien les difficultés pour un chercheur de faire sa traversée du désert sur un domaine qui était absolument méprisé dans les années 90, enfin, qui a eu un certain nombre de traversées du désert, et il explique les enjeux autour du logiciel libre, de la recherche, de la valorisation de la recherche, donc c'est très intéressant. Je suis désolé, j'oublie le nom du livre. Et donc voilà, merci beaucoup à toi Mathieu pour l'invitation, très heureux de parler de ces sujets et à ta disposition. Et bonne idée d'inviter Yves Bréchet parce qu'il envoie du bois sur la politique énergétique française et on est tout à fait d'accord avec lui. Ça marche super, merci Pierre, merci à tous et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous. Et en attendant une nouvelle aventure lundi prochain, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, newsletter.planeteng.fr pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À la semaine prochaine.